Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo et aujourd'hui on va regarder la FAQ du manuel des règles. Les commentaires suivants ont pour intention de compléter le manuel des règles Middle Earth Strategy Battle Game. Cela est augmenté par une série de questions et réponses. Les questions sont basées sur des demandes des joueurs et les réponses, écrites par l'équipe de Game Workshop en concordance avec les règles, expliquent comment les règles doivent être utilisées dans des cas très précis. Les commentaires vous aident justement à fournir en fait un réglage ou un cadre par défaut pour vos parties. Mais les joueurs peuvent bien sûr se sentir libres de discuter des règles avant la partie et de changer bien sûr si les deux le souhaitent. Et ils mettent entre parenthèses, changer de cette façon bien sûr se réfère aux règles de maison. Nos commentaires sont mis à jour régulièrement et quand il y a des changements par rapport aux versions précédentes, cela va être mis en avant en magenta. Ça on avait vu, si c'est en noir du coup c'était les anciennes versions et si c'est en magenta ça veut dire que c'est les mises à jour par rapport à février 2020 là qu'on regarde. Et bien sûr, ils précisent qu'ils mettent entre crochets, bien sûr, les régions qui ont subi des modifications mineures ou des problèmes de traduction. Ce qu'ils appellent bien sûr la région, c'est en fait la langue, donc le français, l'espagnol ou l'allemand, par exemple. Et voilà, donc normalement, c'est juste entre crochets, mais là, dans Middle Earth, normalement, tout est en anglais, il n'y a pas eu de traduction. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de crochets. Alors ces questions ont été regroupées via diverses sources, et bien sûr ils sont toujours très heureux d'avoir plusieurs questions en fait de la communauté. Donc si vous voulez leur envoyer en fait, vous pouvez leur envoyer via l'adresse mail middle-earthfaq@gwplc.com. Alors on va commencer la FAQ. Donc si une caractéristique est diminuée de moitié pour n'importe quelle raison, est-ce arrondi au supérieur ou à l'inférieur, page 15. La réponse est que les caractéristiques sont toujours arrondies au supérieur, à moins que cela ne soit indiqué. Je pense notamment à l'essaim des chauves-souris dans la liste d'armées de la Moria, justement où ils ont une capacité en fait qui réduit la valeur de combat, donc la capacité de combat de toutes les figurines en fait ennemies engagées contre l'essaim des chauves-souris. Et donc c'est précisé en fait dans les faits justement entre parenthèses, c'est arrondi à l'inférieur. Donc si c'est précisé, bah, vous le faites à l'inférieur, mais si c'est pas précisé, ça sera toujours au supérieur. Une figurine est-elle considérée comme ayant une ligne de vue sur elle-même pour l'usage d'un pouvoir magique, d'une règle spéciale ou de toute autre règle? Page 16. Oui, une figurine peut toujours avoir une vue sur elle-même. Une figurine est-elle considérée comme étant à portée d'elle-même pour justement les règles qui affectent les figurines à une certaine portée? Et bien sûr, il précise entre parenthèses, aussi longtemps bien sûr qu'elle rencontre les critères de la règle spéciale en question. Alors oui, une figurine est toujours à portée d'elle-même. Est-ce que les terrains tels que les rochers qui sont intégrés en fait originellement au socle d'une figurine, on pense notamment à Groblock ou à Gulavar, bloquent justement leur ligne de vue? Alors non, rien du socle de la figurine ne va l'empêcher d'avoir une ligne de vue. Si une figurine effectue un test de saut pour franchir une barrière et lance un 2-5 signifiant qu'elle ne peut pas bouger pour le restant du tour, peut-elle être placée au contact avec une figurine ennemie qui n'a pas de zone de contrôle et donc effectuer un duel pendant la phase de combat? Alors la réponse c'est non, si bien sûr vous faites un 2-5, vous pouvez seulement en fait franchir la barrière, mais vous ne pouvez pas être placé au contact avec une figurine ennemie, même si elle n'a plus de zone de contrôle. Si elle n'a plus de zone de contrôle, c'est qu'elle est déjà engagée en fait avec une de vos figurines. En fait la seule façon que je vois c'est de faire un 6 en fait sur le dé, donc du coup vous pouvez franchir dans ce cas-là la barrière et continuer votre mouvement, et dans ce cas-là vous pouvez bien sûr aller combattre la figurine, mais si vous faites 2-5, vous ne pouvez pas. Une figurine peut-elle toujours reculer si elle a bougé de l'entièreté de sa valeur de mouvement, ou même qu'elle a été immobilisée, ou encore qu'elle a été affectée par une règle spéciale justement qui l'empêche de bouger davantage ce tour-ci? Alors oui, le fait de reculer n'est pas classé comme un mouvement et donc peut toujours être fait, à moins que la figurine soit piégée bien sûr. Cela signifie aussi que les figurines qui doivent reculer ne sont pas ralenties par les terrains difficiles. Alors cette question se pose principalement au niveau des combats. Le fait de reculer justement, c'est lorsque vous perdez un duel, vous devez reculer obligatoirement d'1 pouce. Si vous ne pouvez pas reculer, eh ben vous êtes piégé et donc dans ce cas-là, en fait, la figurine ennemie va pouvoir doubler ses dommages contre votre figurine. Et en fait, vous devez reculer quand même d'1 pouce, même si vous avez bougé justement de la valeur entière de mouvement pendant ce tour-ci. Que vous êtes immobilisé, vous devez aussi reculer d'1 pouce si vous perdez le combat. Et pareil, s'il y a des règles spéciales justement qui affectent en fait votre mouvement, vous devez aussi reculer d'1 pouce. Les figurines peuvent-elles libérer un chemin si possible ou est-ce quelque chose d'optionnel? Alors le fait de libérer un chemin est optionnel et bien sûr si vous ne le faites pas, il va résulter que la figurine qui doit reculer va être piégée. Une figurine peut-elle choisir de libérer un passage pour une figurine alliée si en fait la figurine alliée pouvait déjà reculer dans une autre direction et donc ne pas nécessiter en fait à la première figurine de libérer ce passage? Alors la réponse c'est oui, si par exemple un guerrier Miasirite avait perdu un duel et devait du coup reculer d'1 pouce, il pouvait le faire déjà dans une certaine direction, mais il est aussi autorisé, par exemple s'il y avait un lancier derrière, à bouger ce lancier pour libérer le passage et du coup faire reculer le guerrier Miasirite dans une autre direction, même si c'est
généralement toujours à l'opposé de la figurine qui a gagné le combat. Si j'ai tué assez de figurines pour causer en fait aux forces de mon adversaire la démoralisation, mais que la fin de partie commence avant le début du prochain tour, quand nous allons bien sûr vérifier pour voir si les forces sont en démoralisation, est-ce que je vais quand même gagner les points de victoire pour avoir mis en déroute et mis en démoralisation mon adversaire dans les scénarios où cela s'applique? Oui, alors en fait, il faut savoir que pour vérifier en fait la démoralisation d'une force, ça se fait en fait au début de chaque tour. Donc en fait, on va prendre l'exemple, je suis au tour 8, je réussis en fait à effectuer plus de 50% de pertes à mon adversaire, donc du coup il va être démoralisé, mais la démoralisation ne va s'effectuer qu'au début du prochain tour. Donc du coup, ça va être qu'au tour 9 qu'on va effectuer la démoralisation et du coup faire tous les tests de démoralisation, les tests de courage, tout ça. Et en fait, dans la question, c'est savoir si justement je réussis en fait à démoraliser le tour 8, mais qu'en même temps la partie se termine à la fin du tour 8, bah est-ce que je vais gagner les points de victoire vu que ça s'effectue normalement que le tour prochain, donc le tour 9? Et la réponse c'est oui, on va quand même gagner les points de victoire et de récompense pour les scénarios où ça s'applique. Même si on fait le tour 8, la démoralisation, mais que ça s'applique qu'au tour suivant, on gagne quand même les points dans ces cas-là. Une figurine de cavalerie peut-elle utiliser la valeur de courage de sa monture quand elle effectue un test de courage? La réponse c'est non. Si une figurine chevauchant un warg, donc là on va prendre un orc qui chevauche un warg, est entourée dans un combat et est jetée au sol avant que les dégâts ne soient infligés, et que le warg réussit à passer son test de courage, où est-ce que la figurine, du coup là on avait pris un orc, donc où est-ce que l'orc est placé? Et deuxième question, est-ce que toutes les figurines justement qui évoluent dans ce combat peuvent infliger des dommages aux deux, c'est-à-dire à la fois au cavalier et à la monture? Donc on va traiter les deux, la monture et le cavalier, comme occupant le même espace pour la durée du combat. Toutes les figurines peuvent infliger des dommages, soit au cavalier ou soit à la monture. Si après que le combat ait été résolu, en fait les deux, donc la monture et le cavalier sont toujours en vie, en fait on va bouger les figurines au plus proche en fait de la figurine de cavalerie originale. Une figurine qui a été Knocked Flying, donc dans les anciennes traductions, c'était le cabrage du cheval. Donc du coup, si la figurine a subi justement le cabrage de leur monture, peuvent-elles en fait déclarer des actions héroïques pour le restant du tour? En fait, sur le tableau de chute en fait des cavaliers, si vous faisiez un 1, donc il y avait le cabrage, du coup en fait votre cavalier tombait immédiatement et souffrait en fait d'une touche de force 3, et en plus de ça, du coup elle était jetée au sol et ne pouvait rien faire d'autre pendant ce tour-ci. Mais c'était pas précisé pour les actions héroïques. Ce qui était précisé, c'était qu'elle ne pouvait pas du coup bouger, tirer, faire des attaques ou lancer des pouvoirs magiques. Mais il n'y avait rien concernant les actions héroïques. Donc ça, c'était si vous faisiez un 1, si vous faisiez un 2, 5, c'était simplement une chute au sol. Donc en fait, le cavalier est placé debout à côté de sa monture et ne se déplace plus ce tour-ci. Incluant bien sûr qu'elle ne peut pas lancer de sort non plus, de faire d'attaque ou de tirer. Et si vous faisiez un 6, vous faisiez une réception parfaite, et là vous pouviez par contre bouger. Et donc en fait dans la question, donc si on obtient un 1 sur le lancer de dés, du coup il y a le cabrage du cheval, est-ce qu'on peut quand même lancer des actions héroïques? Et la réponse du coup qui donne, c'est que oui. Vous pouvez pas tirer, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas faire d'attaque, et vous ne pouvez pas lancer de sort, mais vous pouvez faire des actions héroïques même si vous êtes au sol. Combien d'actions héroïques une figurine de héros peut-elle déclarer par tour? Une fois par tour ou une fois par phase? C'est une fois par phase. En fait, il y a 5 phases pendant un tour. Donc il y a la phase d'initiative, phase de mouvement, la phase de tir, la phase de combat et la fin de tour, qui est la 5e phase. Et en général, c'est pendant les 3 phases, donc celle du mouvement, de tir ou de combat. Donc techniquement, vous pouvez en lancer 3 actions héroïques pendant un tour. Et donc une seule par phase. Si 2 figurines de héros qui s'opposent dans un même combat, les deux déclarent un combat héroïque, du coup un des héros va gagner, l'autre va perdre le combat. Est-ce que le héros justement qui a perdu ce combat-là pourra bouger grâce au fait d'avoir quand même déclaré un combat héroïque? La réponse c'est non, le héros peut seulement en fait bouger s'il gagne bien sûr le combat héroïque. Cela va en fait seulement annuler en fait le fait d'avoir déclaré un combat héroïque du héros justement qui a perdu le combat. Qu'est-ce qui arrive si 2 figurines de héros de la même armée déclarent un mouvement héroïque à 6 pouces l'une de l'autre? Ça veut dire qu'on inclut par exemple un héros A et un héros B, et les deux sont à moins de 6 pouces. Parce que quand ils déclarent un mouvement héroïque, ils peuvent utiliser la règle avec moi, et du coup ça va inclure en fait toutes les figurines qui sont à 6 pouces du héros, et ils vont pouvoir bouger bien sûr avant les autres figurines. Du coup, comment ça se passe justement quand 2 héros déclarent cette règle-là? Ils veulent déclarer aussi la règle avec moi pour inclure les figurines à 6 pouces des 2 héros, mais que eux-mêmes sont justement déjà à 6 pouces, à moins de 6 pouces l'une de l'autre.
Alors dans la réponse, tout simplement vous allez sélectionner un des deux héros, on va appeler donc le héros A qui va bouger en premier. Lorsqu'il fait du coup son mouvement héroïque avec la règle avec moi qui inclut toutes les figurines à 6 pouces, vous devez obligatoirement bouger le héros en premier. Donc une fois que vous avez fait le mouvement, vous regardez toutes les figurines bien sûr qui étaient à la position initiale du héros A et vous pouvez bouger bien sûr toutes les figurines si vous le souhaitez. Et elles doivent finir bien sûr leur mouvement dans les 6 pouces du héros A. Et donc ce qui va impliquer pour le héros B, vu qu'il aura été activé pendant la phase en fait de mouvement du héros A, deux choix, soit il va bouger en même temps que le héros, enfin que les autres figurines, et du coup il va devoir finir son mouvement dans les 6 pouces du héros A, ou alors le héros B pourra simplement ne pas bouger, mais dans tous les cas, comme il aura été activé, cela va en fait annuler en fait son mouvement héroïque, et du coup il va tout simplement perdre son action du mouvement héroïque, mais aussi de sa règle avec moi, donc du coup il ne va pas activer de son côté les autres figurines. Si un héros a déclaré un élan héroïque ou une marche héroïque et a appelé aussi avec les règles avec moi ou la marche forcée, et que par la suite en fait meurt avant d'avoir complètement fini son mouvement. Donc ils prennent comme exemple donc le chute d'une falaise, le fait de se noyer, le fait de souffrir d'une blessure fatale justement en essayant d'escalader une montagne ou le fait de sauter. Qu'est-ce qui arrive en fait pour les figurines qui ont été affectées par l'action héroïque ? Donc la réponse c'est que les figurines vont être tout simplement incapables de bouger ce tour, comme ils sont incapables en fait de finir leur mouvement à 6 pouces du héros. Parce que comme il est mort entre-temps, il n'y a plus de héros sur le champ de bataille. Et donc du coup, les figurines ne peuvent pas bouger, celles qui ont été appelées et qui sont dans l'effet en fait des 6 pouces du héros, tout simplement ne vont pas pouvoir bouger ce tour-ci. Si un héros déclare un élan héroïque ou une marche héroïque, et déclare les règles respectives avec moi ou la marche forcée, et qu'ensuite il souhaite bouger en dehors de la table de jeu, là où c'est autorisé, sur des scénarios par exemple, est-ce que les figurines qui sont affectées justement par l'action héroïque peuvent-elles elles aussi bouger en dehors de la table ? Alors oui, cependant toutes les figurines justement qui ne peuvent pas finir en dehors de la table de jeu, pour n'importe quelle raison, doivent justement annuler leur mouvement. En fait, ils considèrent tout simplement qu'une fois que le héros est en dehors de la table de jeu, toutes les figurines qui sont capables de sortir peuvent sortir en même temps. Par contre, comme le héros n'est plus sur la table de jeu, ils considèrent en fait que les autres figurines qui ne peuvent pas sortir de la table de jeu ne peuvent pas finir en fait dans les 6 pouces de l'action du héros. Alors là, on a une question très similaire à celle d'avant, mais c'est l'inverse. Si en fait un héros déclare un élan héroïque ou une marche héroïque, et déclare aussi les règles, donc avec moi ou la marche forcée, mais justement, donc le héros va arriver très près du bord de la table, mais ne va pas sortir. Est-ce que les figurines justement qui sont affectées par les actions héroïques peuvent bouger en dehors de la table si le héros reste sur le champ de bataille ? La réponse c'est non. En fait c'est simple, c'est si votre héros déclare du coup une action héroïque de mouvement et souhaite du coup sortir de la table de jeu, vous pouvez amener vos figurines en dehors de la table de jeu avec le héros. Par contre, si votre héros déclare une action de mouvement mais reste sur la table de jeu, alors vos figurines ne vont pas pouvoir sortir de la table de jeu, même si du coup dans les 6 pouces, il y a une partie qui est en dehors de la table de jeu. Si une figurine de héros déclare une marche héroïque et qu'une autre figurine de héros dans les 6 pouces déclare un élan héroïque, comment va se passer en fait l'interaction entre les deux actions héroïques ? Alors je vais rappeler en fait rapidement les deux actions héroïques quand on lance un élan héroïque. Donc c'est souvent pour bouger en premier, donc très souvent en fait l'initiative est à l'adversaire et avec un héros on lance un élan héroïque. Et on peut aussi utiliser la règle du coup avec moi, ce qui va inclure en fait toutes les figurines à 6 pouces du héros qui a lancé l'élan héroïque. Et on peut aussi charger l'adversaire. Donc ça c'est pour l'élan héroïque. Pour la marche héroïque, tout simplement en fait ça permet au héros qui lance, si c'est une version d'infanterie, d'augmenter de 3 pouces son mouvement, ou si c'est une version de cavalerie, d'augmenter de 5 pouces son mouvement. Il peut aussi utiliser la règle donc marche forcée, ce qui va inclure là aussi toutes les figurines dans 6 pouces de lui. Et donc du coup, ça fait le même effet. Donc ça veut dire que toutes les figurines de cavalerie vont être à 5 pouces en plus, et toutes les figurines d'infanterie vont avoir 3 pouces supplémentaires à leur mouvement. En l'occurrence, par contre, avec la marche héroïque, on ne pourra pas charger l'ennemi. Ça veut dire qu'on pourra bouger beaucoup plus vite, mais on ne peut pas charger. Donc la réponse des designers, c'est que le héros qui déclare en fait un élan héroïque doit bouger en premier, et bien sûr ne va pas aussi augmenter son mouvement parce que le héros qui a déclaré en fait la marche héroïque n'a pas encore appelé la règle du coup de la marche forcée, du coup qui inclut à 6 pouces autour de lui les figurines, donc les figurines d'infanterie avec plus 3 pouces et les figurines de cavalerie avec plus 5 pouces.
Et il précise aussi que toutes les figurines qui étaient à portée des 2 actions héroïques doivent rester à portée des 2 figurines de héros. Qu'est-ce qui arrive si une figurine qui prend part justement à un élan héroïque ou une marche héroïque, déclarée par un héros allié, mais dû en fait à un échec lors d'un lancer de dés, ne peut pas finir en fait son mouvement dans les 6 pouces du héros? Alors entre parenthèses justement ils mettent un lancer de dés du coup pour avoir échoué lors d'un test de saut ou d'escalade, ou avoir échoué en fait à tuer une figurine lors d'un impact, donc ils pensent notamment au piétinement, des Mumakil par exemple. Et deuxième question, sont-ils toujours autorisés du coup à tenter en fait leur mouvement, bien qu'en fait il y ait une très faible chance qu'ils y arrivent, pour pouvoir finir en fait dans les 6 pouces du héros? Ils peuvent toujours tenter de bouger aussi longtemps en fait qu'ils peuvent essayer justement de finir leur mouvement dans les 6 pouces du héros allié. Et s'ils échouent lors d'un lancer de dés, qui justement les empêche de finir leur mouvement dans les 6 pouces du héros allié, alors ils vont simplement s'arrêter là où ils sont. Une figurine peut-elle bénéficier des deux, de la marche héroïque et d'un tambour de guerre dans le même tour? La réponse c'est oui. Quand on tire sur une figurine de cavalerie, la figurine justement qui a tiré et qui bénéficie aussi d'une précision héroïque, donc du coup qui lui permet de relancer ses tests sur la trajectoire. Donc là dans la question, ça a touché en fait le cavalier, et ils aimeraient savoir si grâce à cette règle, ils peuvent à la place donc relancer le test sur la trajectoire pour savoir s'ils peuvent toucher la monture. Donc la réponse c'est non. En fait, pour pouvoir relancer du coup les tests sur la trajectoire, il faudrait que par exemple il y ait d'autres figurines sur la trajectoire entre la figurine qui tire et la figurine de cavalerie, ou alors des arbres ou quoi que ce soit qui soient des obstacles. Mais la figurine de cavalerie en soi est une seule figurine, donc on n'a pas le droit de relancer le test justement sur la trajectoire pour toucher la monture à la place du cavalier. Puis-je utiliser un point de puissance pour augmenter le score d'un des 6 quand j'effectue un lancer de dés pour une frappe héroïque? La réponse c'est non. On va prendre par exemple Aragorn qui a une capacité de combat de 6 et il combat contre Smaug qui a une capacité de combat de 8. Si je lance un dé et que je fais un 1, bah je passe avec Aragorn de 6 à 7 en capacité de combat. Mais j'ai pas le droit d'utiliser de points de puissance, donc je peux pas passer à 8 pour être égal avec Smaug ou à 9 en utilisant 2 points de puissance pour le dépasser. Cela n'est pas autorisé. Si une figurine déclare une défense héroïque dans laquelle elle évolue avec une figurine adverse qui n'a jamais besoin de plus qu'un certain nombre pour blesser, tel que Azog, du coup avec sa règle spéciale Je suis le maître, donc qui blesse sur du 3+, ou Aragorn avec Anduril, donc Anduril c'est une épée à une main ou à deux mains, donc Anduril fait du 4+, et si Aragorn l'utilise justement à deux mains, il a -1 pour toucher mais +1 pour blesser, donc du coup il blesse sur du 3+. Est-ce que du coup il va seulement être blessé, donc la personne qui a fait, la figurine qui a fait une défense héroïque, va seulement être blessée sur un 6 naturel? La réponse est oui. Alors je rappelle juste en fait quand par exemple Frodon qui a la défense héroïque, s'il utilise cette action-là, il va seulement être blessé sur un 6 naturel. Donc ça veut dire que s'il combat Azog, qui a 3 attaques, Azog va lancer 3 dés, il va faire 1 5, 1 5 et 1 6. Et donc du coup avec la règle spéciale normalement d'Azog, il devra faire 3 blessures à Frodon, parce qu'il blesse sur du 3+, mais grâce à la règle spéciale défense héroïque de Frodon, Frodon va seulement être touché par le 6, parce que c'est un 6 naturel. Et même si Azog utilise en fait les 2-5 et les transforme en des 6, ce ne sont pas des 6 naturels, donc du coup il peut même pas augmenter en fait les 2-5 pour faire 2 autres blessures supplémentaires. Donc Frodon subirait seulement une blessure. Si une figurine avec la règle spéciale charge monstrueuse charge une autre figurine de monstre, et qu'ensuite elle déclare utiliser la force héroïque, qui va justement augmenter sa valeur de force et être supérieure à celle de la figurine de monstre chargée, est-ce que la figurine de monstre chargée va être du coup jetée au sol due à la règle spéciale de la charge monstrueuse? Alors oui, on va prendre pour exemple Gulavar, la Terreur d'Arnor, contre un Ent. Donc les deux ont une valeur de force de 8 de base. L'Ent a 3 attaques, Gulavar a 4, on va prendre dans notre cas 4 d'attaque, parce qu'en fait il a un nombre d'attaques en fonction de ses points de vie. Donc s'il est au maximum de ses points de vie, il a 4 points de vie, donc 4 d'attaque. Il a dans ses règles spéciales justement la charge monstrueuse, il a aussi la force héroïque. Donc si justement Gulavar charge en fait Lent, donc il va être à 4 d'attaque plus 1 grâce à la charge, donc il va passer à 5 contre 3 pour Lent. Donc s'il essaye de gagner le duel et qu'il gagne justement le duel, donc Lent va reculer d'1 pouce, mais ne sera pas renversé parce que les deux ont une force équivalente. Et donc Gulavar va seulement avoir 5 dés pour le blesser. Par contre, grâce à la charge monstrueuse, si il utilise en fait sa force héroïque, il va pouvoir lancer un dé 3 et augmenter sa force, donc il peut passer à 9 ou à 10, et donc dans ce cas-là, être supérieur à Lent. Donc s'il est supérieur à Lent, il va toujours avoir, dans notre cas où il charge Lent, être à 5 dés contre 3. S'il gagne, du coup, Lent va devoir reculer, mais en plus de ça, à cause de la charge monstrueuse,
et que du coup il a une force supérieure à Lent, Lent va devoir être projeté au sol. Et dans ce cas-là, Gulavar va passer de 5D à 10D parce qu'on double les dommages quand on attaque en fait et quand on blesse les créatures qui sont au sol, donc considérées comme étant bloquées. Les figurines peuvent-elles entrer dans le Oda d'une bête de guerre ennemie? Alors la réponse c'est non, une figurine ne peut jamais entrer dans le Oda d'une bête de guerre sous n'importe quelle circonstance. Le commandant d'une bête de guerre est-il considéré comme étant dans le combat si la bête de guerre est elle-même engagée dans un combat? Et si oui, peut-il déclarer des actions héroïques, utiliser des points de puissance pour influencer les lancers de dés de la figurine de la bête de guerre, ou prêter sa valeur de combat pour le combat? Donc la réponse des designers, c'est non à toutes les questions. Quand on tire depuis le Oda d'une bête de guerre, est-ce qu'on mesure la distance depuis la figurine qui tire vers sa cible, ou est-ce que c'est depuis la bête de guerre vers sa cible? On mesure depuis la figurine qui tire vers sa cible. Les mesures sont faites à partir de la base en fait, de la figurine qui tire vers le point le plus proche de la figurine ciblée. Si mon leader est une bête de guerre, est-ce le commandant ou la bête de guerre qui est considéré comme étant le leader? Et si c'est le commandant, est-ce que les figurines tuées par la bête de guerre comptent pour le total en fait, du commandant dans le scénario justement Contest of Champions? Alors pour rappel en fait le scénario Contest of Champions, justement ce sont les deux leaders qui vont, il va falloir en fait compter en fait le nombre de figurines qu'ils vont tuer. Et justement, ça va rapporter à la fin du scénario, en fonction de si on a plus de figurines tuées que l'adversaire, que le leader adverse, rapporter des points d'objectif. Donc la réponse, c'est que c'est le commandant qui est le leader et non la bête de guerre. Et bien sûr, les figurines qui sont tuées par justement la bête de guerre ne comptent pas dans le total du commandant pour le scénario Contest of Champions. Une bête de guerre peut-elle bénéficier d'une marche héroïque ou d'un tambour de guerre? Et si oui, de combien de mouvements additionnels peut-elle bénéficier? Une bête de guerre peut bénéficier d'une marche héroïque ou d'un tambour de guerre, en ayant bien sûr au préalable vérifié que la bête de guerre a bien les mots-clés correspondant pour le tambour de guerre. Et dans tous les cas, en fait, pour les deux, en fait, elle va gagner un mouvement additionnel de 3 pouces. Quand le commandant d'une bête de guerre déclare la règle « avec moi » lors d'un élan héroïque, est-ce qu'on mesure en fait la distance à partir du commandant ou à partir du socle de la bête de guerre? On mesure à partir du commandant, et généralement ça va seulement affecter la bête de guerre. Si une bête de guerre est forcée de paniquer, quand est-ce que s'effectue le mouvement du joueur opposé à la bête de guerre? Puisqu'en fait, par exemple, quand une bête de guerre subit une blessure, elle doit faire un test de courage, et si elle échoue ce test de courage, c'est mon adversaire qui prend le contrôle de la bête de guerre du coup. Donc la bête de guerre va bouger pendant le tour du joueur contrôlant la figurine. Donc si je perds justement le contrôle de mon Mumakil, ça va être pendant le tour de mon adversaire qui va pouvoir la bouger. Le commandant d'une bête de guerre peut-il utiliser ses propres points de puissance et de volonté pour améliorer le test de courage fait par justement une bête de guerre pour voir si elle panique? La réponse est oui. Si une figurine est décrite comme portant une pièce d'équipement sur son profil, mais qu'elle n'est pas visible sur la figurine en elle-même, la figurine est-elle considérée comme la portant de toute façon? Alors oui, les designers justement encouragent à montrer le correct équipement sur une figurine, mais ça peut arriver bien sûr que certaines figurines ne montrent pas tout l'équipement sur le profil, mais on considère quand même qu'elle possède l'équipement même si elle n'est pas visible sur la figurine. Si une figurine est listée comme ayant juste une arme à deux mains, mais que le type d'arme à deux mains n'est pas spécifié, est-ce que le joueur est libre de choisir en fait le type d'arme pour l'arme à deux mains justement de la figurine? Oui, aussi longtemps que cela est représenté sur sa figurine. Donc si son type d'arme n'est pas précisé, donc par exemple une hache ou une épée à deux mains, vous pouvez justement l'équiper du type que vous souhaitez, s'il y a juste bien sûr indiqué arme à deux mains. Si une figurine a seulement d'indiquer qu'elle possède une arme à deux mains, peut-elle seulement l'utiliser du coup cette arme comme une arme à deux mains, ou peut-elle l'utiliser comme une arme à une main à la place? Si une figurine a de lister qu'elle possède seulement une arme à deux mains, alors elle peut seulement l'utiliser comme une arme à deux mains et pas une arme à une main. Si le profil d'une figurine est listé comme ayant plusieurs types d'armes, telles qu'une épée ou une hache, mais que certaines figurines, on pense notamment aux lanciers ou aux archers, n'ont pas justement cette arme visible sur leur figurine, est-ce qu'ils peuvent utiliser leur attaque spéciale sans que cette arme soit visible sur la figurine? Donc c'est très similaire à une question qu'on a vue précédemment, et donc la réponse est la même, c'est que techniquement oui, les designers justement encouragent à montrer sur la figurine le type d'arme pour plus de clarté. Si le cavalier d'une figurine de cavalerie a une arme à deux mains ou est désarmé, peut-il choisir d'utiliser les armes de la monture, donc on pense notamment à un warg avec ses dents et ses griffes, pour attaquer justement sans subir la pénalité de -1 pendant le duel? Parce qu'on rappelle qu'une arme à deux mains, du coup, c'est -1 pour toucher, +1 pour blesser, et qu'une personne désarmée, c'est -1 pour toucher et -1 pour blesser. Donc non, le cavalier doit toujours utiliser ses propres armes, et les dents et les griffes sont attachées au warg après tout. Si une figurine effectue une feinte avec une épée à deux mains, peut-elle relancer les dés pour blesser d'un 1, qui normalement devrait devenir un 2, comme la figurine combat avec une épée à deux mains? Alors oui, donc pour rappel au niveau de la feinte, la figurine doit posséder une épée ou une dague pour effectuer la feinte, et on doit aussi vérifier que la capacité de combat est supérieure ou égale à celle de son adversaire.
Une fois que les conditions sont vérifiées, on va justement lancer un dé 3 et soustraire le chiffre que l'on va obtenir à la capacité de combat. Donc ça c'est avant le combat, ensuite on va lancer du coup les dés des deux camps pour savoir qui va remporter le combat. Et si justement on remporte le combat, on va lancer les dés pour blesser, et grâce à la feinte, en fait si on obtient un 1 pour blesser, on va pouvoir le relancer. Et en fait dans la question, comme on a aussi une épée à deux mains, en fait lorsque l'on blesse, on rajoute +1. Donc l'idée c'était de savoir est-ce que grâce à la feinte, si on obtient un 1, est-ce qu'on peut relancer ce dé là avant que l'arme à deux mains ne rajoute +1, donc du coup on passe à 2 au lieu de 1, ou justement est-ce qu'on est bloqué par l'arme à deux mains, et du coup le 1 se transforme en 2 avant qu'on puisse effectuer la feinte et donc relancer le dé. Et donc la réponse des designers c'est que la feinte, en fait vous le faites un peu dans l'ordre que vous voulez en général, quand il y a deux effets qui s'enclenchent en même temps, et donc là la feinte passe en priorité, c'est-à-dire que si vous faites un 1, vous ne faites pas l'arme à deux mains d'abord, vous allez faire votre feinte d'abord, donc vous allez pouvoir relancer votre 1, et si vous obtenez un 4, bah là c'est judicieux de faire l'arme à deux mains et de rajouter le +1 maintenant. Et donc du coup le 4 passerait à 5. Donc la réponse c'est oui, vous pouvez effectuer votre feinte même si vous avez une arme à deux mains. Si une figurine n'est pas décrite dans son profil comme étant désarmée, mais qu'il n'apparaît justement aucune arme sur la figurine, est-ce qu'elle compte quand même comme étant désarmée? Alors non, une figurine est seulement désarmée si elle est clairement indiquée sur son profil justement qu'elle est désarmée. Ce qu'on rappelle, une figurine désarmée a -1 pour toucher et -1 pour blesser. Et si c'est pas indiqué, eh ben, elle ne subit aucun malus. Elle n'a pas les -1 pour toucher et blesser. Si une figurine avec une lance perd un combat et n'est pas tuée, et si elle doit reculer justement au contact avec une figurine alliée, est-ce qu'elle peut du coup supporter cette figurine et du coup combattre à nouveau? La réponse c'est non. Pour cette question-là, c'est quasiment la même chose que la question précédente. En fait, là, si une figurine avec une lance évolue ou est impliquée justement dans un combat et perd, mais n'est pas tuée, et qu'ensuite elle doit reculer pour être au contact socle à socle avec une figurine alliée, peut-elle aussi la supporter pour ce nouveau combat? En fait, là, dans la question précédente, il demandait si du coup la figurine avec la lance était au contact socle à socle avec l'ennemi, et dans cette question-là, c'est si justement la figurine avec la lance soutient une figurine alliée, qui perd du coup le combat. Du coup, les deux figurines doivent reculer. Et justement, la figurine avec la lance se retrouve, du coup, en bougeant, à se retrouver dans un deuxième combat. Et est-ce qu'elle peut supporter, du coup, ce deuxième combat? Et la réponse, c'est non. Est-ce qu'un lancier ou un piqué peut-il venir en support d'une autre figurine s'il est jeté au sol? La réponse, c'est non. Si une figurine avec une arme de fabrication elfique change son type d'arme pour un autre type d'arme, est-ce que cette nouvelle arme garde la règle spéciale de la fabrication elfique? La réponse c'est non. On rappelle juste la fabrication elfique. En fait, quand vous faites un match nul lors d'un combat, vous allez lancer un dé pour déterminer qui va gagner le combat. Donc 1, 2, 3 c'est le camp du mal, 4, 5, 6 c'est le camp du bien. Et quand c'est une arme justement de fabrication elfique, vous avez un petit bonus, c'est que c'est seulement 1, 2 pour le camp du mal et 3, 4, 5, 6 pour le camp du bien. Si une figurine est équipée d'une arme de fabrication elfique et d'un bouclier, et lors d'un combat justement souhaite utiliser le bouclier à la place de l'arme de fabrication elfique, est-ce qu'elle va quand même recevoir les bénéfices de l'arme de fabrication elfique pour déterminer quel camp doit gagner en cas d'égalité? Alors non, la figurine qui se défend en utilisant son bouclier à la place de son arme de fabrication elfique ne va pas recevoir son bonus. Si une figurine avec une lance charge, gagne le combat et ensuite lance un 1 pour blesser, peut-il relancer le 1 via une règle spéciale appropriée, telle que les armes empoisonnées ou ennemis anciens? Ou doit-il effectuer d'abord le +1 pour blesser venant de la lance, et dans ce cas-là, ça lui interdit justement de relancer le dé? Oui, la figurine avec la lance peut relancer le 1 avec une règle spéciale adéquate. En fait, c'est très similaire à une question qu'on a vue précédemment. Parce qu'en fait, lorsqu'on attaque avec une lance de cavalerie, en fait, on a +1 pour blesser. Donc du coup, le 1 doit se transformer en 2, mais il y a des règles spéciales qui permettent de relancer en fait les 1, comme justement l'arme empoisonnée ou ennemi ancien. Et donc c'était exactement la même question, c'est savoir est-ce que du coup je peux relancer mon 1 avant d'effectuer le +1 pour blesser, ou est-ce que je suis d'abord obligé de faire le +1 pour blesser de la lance avant de pouvoir relancer le dé. Et donc la réponse c'est la même, c'est que en fait en général vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez vu que les deux effets s'activent en même temps. Donc c'est plus judicieux bien sûr de faire par exemple l'arme empoisonnée, donc du coup de relancer le 1 pour blesser, et par exemple si on obtient un 5 dans un second temps, de le transformer en 6 grâce à la lance. Si une figurine de cavalerie opte pour l'attaque spéciale poignardée et perd le combat, est-ce le cavalier ou la monture qui souffre d'une touche de force 2? La réponse c'est que c'est le cavalier qui va subir la touche de force 2 puisque c'est lui qui a essayé de poignarder son adversaire. Si une figurine de cavalerie opte pour l'attaque spéciale l'attaque perçante et perd le combat, est-ce la défense du cavalier ou de la monture qui est réduite d'un des trois? La réponse c'est que c'est le cavalier puisque c'est lui qui porte l'attaque perçante.
Si une figurine avec de multiples attaques choisit son attaque spéciale de frapper et gagne ensuite le combat, doit-il lancer un D6 pour chacune de ses attaques ou seulement un seul dé? Donc la réponse est qu'on va seulement lancer un D6 pour cette attaque spéciale. Donc pour l'attaque spéciale donc de frapper, ça permet en fait de mettre au sol une figurine adverse. Donc par exemple, si on prend l'exemple avec Dain Pied de Fer, qui a justement un marteau à deux mains et 3 attaques dans son profil en fait, il peut soit du coup attaquer avec ces 3 attaques, donc la figurine adverse, soit à la place en fait, il remplace en fait ces 3 attaques par l'attaque frappée, et du coup pour essayer de jeter au sol la figurine adverse. Et en fait dans la question c'était de savoir si justement quand il fait cette attaque spéciale, est-ce qu'on va considérer qu'il fait 3 fois du coup parce qu'il a 3 attaques en fait dans son profil, ou alors comme ça remplace justement ces 3 attaques normales, du coup est-ce qu'on va seulement lancer un dé? Et la réponse est qu'on va seulement lancer un dé pour cette attaque spéciale. Si une figurine avec une arme de jet lance ça quand il charge dans un combat et réussit à tuer sa cible, peut-il relancer ça s'il charge une seconde figurine? Non, une figurine peut seulement lancer une seule attaque de tir avec une arme de jet par tour. Donc deuxième question, très similaire à la précédente, si une figurine avec une arme de jet lance ça quand il charge dans un combat et tue sa cible, peut-il lancer ça encore pendant la phase de tir? Donc cette fois-ci c'est pendant la phase de tir et pas pendant la phase de mouvement. La réponse est toujours la même, non, une figurine peut seulement faire une seule attaque de tir avec une arme de jet par tour. Une figurine avec une arme de jet peut-elle l'utiliser pendant une phase de combat si elle a pris part en fait à un combat héroïque qui a réussi? La réponse c'est non, on peut seulement utiliser l'arme de jet pendant la phase de mouvement lors d'une charge ou pendant la phase de tir. Une figurine qui est armée des deux, à la fois d'une arme de jet et d'un arc, qui lance justement son arme de jet quand elle charge dans un combat et réussit à tuer sa cible, est-elle autorisée à tirer avec son arc pendant la phase de tir, en ayant bien sûr au préalable vérifié qu'elle n'a pas bougé de plus de la moitié en fait de son mouvement afin de pouvoir tirer avec l'arc? La réponse c'est non, comme elle a déjà effectué en fait un tir avec son arme de jet, elle ne pourra pas retirer avec son arc pendant la phase de tir. Les figurines alliées qui sont à portée de plusieurs bannières peuvent-elles bénéficier justement de toutes ces bannières en même temps durant une phase de combat? Non, chaque combat peut relancer seulement un seul dé dans un duel pour une bannière, peu importe le nombre de bannières qui sont à portée justement du combat. Une figurine telle qu'un warg ou une araignée, qui ne peut pas physiquement et normalement tenir une bannière, sont-ils autorisés à pouvoir en porter une si justement ils sont à côté d'un porteur de bannière qui est tué à côté d'eux? La réponse des designers c'est non, il faut un peu de sens commun justement pour décider qui peut tenir une bannière. Si une figurine avec une bannière fuit le champ de bataille, peut-elle passer la bannière à une figurine alliée de la même façon que quand elle est tuée? La réponse c'est oui. Si un combat est à portée d'une bannière alliée, mais que seul dans ce combat ce sont les figurines ennemies qui sont à portée de la bannière, est-ce que je suis quand même autorisé à relancer un D6 grâce aux effets de la bannière? La réponse c'est non, il faut que ce soit une figurine alliée qui soit à portée de la bannière et pas seulement les figurines ennemies. Si une figurine de héros est traitée comme une bannière, les figurines alliées bénéficient-elles toujours en fait de l'effet de la bannière si le héros est au sol? La réponse des designers c'est que cela va dépendre en fait de la formulation de la règle. En fait, il va exister 2 cas. Dans le premier cas, c'est que si c'est écrit sur les profils des héros, le héros compte comme une bannière, alors en fait, il va faire bénéficier aux figurines alliées les effets de la bannière seulement s'il est debout. S'il est jeté au sol à n'importe quel moment, on va perdre en fait les effets de la bannière aux figurines alliées. Et si par contre c'est écrit sur certains profils de héros de cette façon-là, donc les figurines alliées dans X pouces comptent comme étant à portée d'une bannière, et bien là, en fait, le héros n'a pas besoin forcément d'être debout, il peut être aussi au sol, et il va quand même faire bénéficier en fait des effets de la bannière aux figurines alliées. Donc ça dépendra vraiment de la formulation dans le descriptif du héros. Une figurine peut-elle bénéficier de plusieurs tambours de guerre dans le même tour? La réponse c'est non. Les figurines peuvent-elles passer une bannière dans d'autres situations en dehors du fait d'être tuées ou de fuir le champ de bataille? Et ils mettent entre parenthèses justement si elles sont jetées au sol, parce qu'il faut savoir en fait que quand une figurine avec une bannière est jetée au sol, les effets en fait de la bannière ne sont plus appliqués. La réponse c'est non. On peut passer la bannière quand on est tué à une figurine qui était juste à côté de nous, ou quand la figurine avec la bannière fuit le champ de bataille, mais quand la figurine avec la bannière est jetée au sol, elle n'est pas autorisée justement à la passer à une figurine qui est debout. Ça c'est interdit. Les effets de plusieurs tambours de guerre sont-ils cumulatifs? Par exemple, si j'ai 2 tambours de guerre dans ma force et que les 2 sonnent en même temps, vais-je ajouter 3 pouces donc pour les figurines d'infanterie ou 5 pour les figurines de cavalerie aux valeurs de mouvement en fait de toutes les figurines affectées par les tambours de guerre? Donc la réponse c'est non, les effets en fait de plusieurs tambours de guerre ne sont pas cumulatifs. Quand une figurine est en train de combattre un ennemi portant l'anneau unique, sa valeur de combat est diminuée de moitié, est-ce arrondi au supérieur ou à l'inférieur? La réponse c'est que c'est arrondi au supérieur. Si une figurine relance un D6 quand elle fait un test de résistance à la magie, et que le résultat en fait de cette relance est un 6 naturel, est-ce que la figurine va toujours regagner en fait son point de volonté dépensé?
Alors oui, les relances ne sont pas des modificateurs, donc si vous faites un 6 naturel lors de votre relance, vous êtes autorisé à récupérer votre point de volonté, puisque quand on fait un 6 naturel, on récupère notre point de volonté lors d'un test de résistance. Et par contre, ce qu'ils appellent un modificateur, c'est si vous aviez fait par exemple un 5 lors de votre relance, et que vous utilisez un point de puissance pour augmenter ce dé, et passer à 6, là c'est pas un 6 naturel, donc du coup vous n'auriez pas récupéré dans ce cas-là votre point de volonté. Quand un pouvoir magique déclare qu'il peut cibler une figurine alliée à portée, est-ce que cela inclut le lanceur de sorts? La réponse est que oui, le lanceur de sorts est les deux, une figurine alliée et à portée d'elle-même. Est-ce que la règle spéciale lumière aveuglante et d'autres règles similaires affectent les engins de siège? La réponse c'est oui. Une figurine dans les 12 pouces d'une autre figurine ayant lancé le pouvoir magique lumière aveuglante peut-elle être ciblée à une distance supérieure de 12 pouces dans le scénario Clash by Moonlight grâce au pouvoir en fait d'illumination de la zone dans les 12 pouces du lanceur de sorts? La réponse c'est oui. Alors en fait, pour rappel, le scénario Clash by Moonlight, c'est un scénario qui se passe la nuit et qu'en fait les figurines ne peuvent pas tirer à plus de 12 pouces d'elles-mêmes en fait. Et bien sûr, si on prend par exemple la communauté de l'anneau, avec Gandalf qui a justement le pouvoir magique lumière aveuglante, en fait il va éclairer une zone de 12 pouces autour de lui. Donc admettons qu'il y ait Frodon à côté de Gandalf, justement, et qu'il y a un gobelin ou un orc plus loin qui essaye de tirer. Il n'aurait pas pu tirer à plus de 12 pouces, mais grâce à l'effet en fait d'illumination de la zone, ça l'autorise en fait au gobelin justement de pouvoir tirer sur Frodon, ou même sur Gandalf, même s'il est supérieur à 12 pouces. Les figurines peuvent-elles être forcées de quitter un combat par des pouvoirs magiques tels que l'impact magique, le sort, contrainte ou commandement, ou insuffler la peur? Une figurine ne peut pas être mise en dehors d'un combat par des pouvoirs magiques tels que commandement ou contrainte, ou le pouvoir magique insuffler la peur, mais peut être affectée par un impact magique. Si une figurine avec la règle spéciale vol est sous l'effet d'un pouvoir magique tel que commandement ou contrainte, de combien de mouvements peut-elle bouger? La figurine peut bouger jusqu'à 6 pouces, puisqu'en fait la règle spéciale vol permet de bouger jusqu'à 12 pouces, et lorsqu'on lance en fait le pouvoir magique commandement ou contrainte, on peut bouger en fait la figurine adverse, du coup qu'on a réussi à contrôler, de la moitié de son mouvement, donc dans ce cas-là 6 pouces. Si une figurine lance le pouvoir magique frénésie, est-ce que les figurines sont affectées en restant à portée du lanceur de sort pour bénéficier en fait du pouvoir magique, ou est-ce qu'elles sont toujours affectées au moment où le sort a été lancé, et donc peu importe en fait la distance ensuite qui va séparer justement le lanceur du sort des figurines? Le pouvoir magique frénésie va seulement affecter les figurines qui restent à portée du lanceur de sort. Dès qu'une figurine va être en dehors de la portée indiquée par le pouvoir magique, ils ne seront plus affectés par son effet. Si une figurine de héros avec une arme ou un autre équipement qui a une règle spéciale d'activation, donc ils mettent entre parenthèses tels que Anduril, Dar ou le bouclier de Cirith Ungol, donc si justement cette figurine de héros est immobilisée ou pétrifiée, est-ce qu'elle compte comme étant désarmée, ou alors est-ce qu'elle a perdu justement son équipement, ou est-ce seulement justement la règle spéciale d'activation associée justement à l'équipement qui est annulée? Donc la réponse c'est que c'est seulement la partie active qui va être annulée. Comme les designers justement l'indiquent dans la suite de la réponse, ils ne vont pas soudainement compter comme étant sans équipement, c'est toujours là après tout, ils sont juste immobilisés ou pétrifiés. Comment est-ce que le pouvoir magique insuffler la peur affecte les figurines qui ne peuvent pas bouger contre leur volonté, telles que Smaug, ou les figurines qui ont un mouvement inhabituel, tel qu'une bête de guerre ou un chariot? La réponse des designers, c'est que les figurines qui ne peuvent pas bouger contre leur volonté, ou les figurines qui ont un mouvement inhabituel, sont considérées comme passant justement automatiquement le test de courage pour le pouvoir magique insuffler la peur, et ne sont pas affectées du coup par ce pouvoir-là. Comment est-ce que la protection des Valar marche au regard des pouvoirs magiques ou des règles spéciales qui ne ciblent pas justement une figurine? Par exemple avec aura glaciale, présage du mal ou présence miasmatique. La figurine qui a la protection des Valar lancée sur elle va être affectée comme normalement pour un pouvoir magique ou une règle spéciale justement qui ne cible pas une figurine. Et donc la figurine peut être affectée par les 3 règles spéciales dans la question. Comment marche la protection des Valar au regard justement des pouvoirs magiques ou des règles spéciales qui ciblent par contre plusieurs figurines en même temps? Par exemple avec la colère de la nature ou la colère de Brienne. La figurine qui a la protection des Valar lancée sur elle ne peut pas être affectée par le pouvoir magique ou la règle spéciale, bien que toutes les autres figurines vont être affectées comme normalement. Et la figurine peut aussi tenter de résister au pouvoir magique, mais ne va pas être affectée même si elle échoue à le faire. La protection des Valar protège-t-elle une figurine d'un piétinement, d'une charge de chariot ou d'une charge de démolition? La réponse c'est non. Si une figurine a le pouvoir magique Shroud of Shadows, est-ce qu'elle bénéficie des mêmes règles d'invisibilité qui sont appliquées aussi à l'anneau unique en incluant tous les FAQ? Alors oui, le pouvoir magique Shroud of Shadows a les mêmes effets d'invisibilité que l'anneau unique, à ceci près que les figurines ennemies engagées avec la figurine justement qui a le pouvoir magique lancé sur elle, vont voir en fait, donc les figurines ennemies vont voir en fait leur valeur de combat diminuer de moitié seulement si le pouvoir magique a été canalisé. Une figurine qui lance le pouvoir Impact magique peut-elle utiliser des points de puissance pour améliorer justement un dé
pour blesser sur la figurine initiale, ou sur les figurines qui ont été touchées quand la figurine initiale a été projetée en arrière, ou sur les deux, à la fois sur la figurine initiale et sur les figurines qui sont affectées par le fait que la figurine initiale a été projetée. La réponse est que c'est seulement en fait la figurine initiale de l'impact magique. Les autres figurines qui ont été mises à terre via la projection de la figurine initiale on ne peut pas en fait améliorer leur dé pour blesser avec des points de puissance. Seulement en fait la figurine initiale. Une figurine avec la règle spéciale Cavernicole peut-elle cibler une figurine à une distance supérieure de 12 pouces dans le scénario Clash by Moonlight sans souffrir en fait des pénalités pour combattre dans la nuit? La réponse est oui, puisque la règle spéciale Cavernicole permet justement de ne pas souffrir des pénalités pour combattre dans la nuit, et donc permet de tirer à plus de 12 pouces dans le scénario en plus Clash by Moonlight. Si une figurine avec la règle spéciale Vol et une taille de socle large, telle que Smoke ou un dragon, finit son mouvement au-dessus d'un terrain, mais qu'il y a justement une pièce en dessous avec d'autres figurines qui peuvent bouger en dessous de la figurine, est-ce que cela est autorisé? Alors oui, toutes les autres figurines peuvent par la suite bouger en dessous de la figurine aussi longtemps qu'elles ont la taille nécessaire pour le faire, et toutes les figurines qui sont en dessous à moins d'un pouce en fait de la figurine qui est perchée sur le terrain vont être considérées comme étant engagées au combat avec elle, et vont ensuite la combattre justement pendant la phase de combat. Et bien sûr, toutes les figurines vont avoir besoin d'un test de courage pour charger si besoin. Si une figurine avec la règle spéciale Vol se met au-dessus d'un terrain et que les figurines justement en dessous sont à moins d'un pouce de la figurine au-dessus, alors la figurine qui a le vol va être considérée comme ayant chargé les figurines. Si une figurine avec la règle spéciale la haine des hommes ou équivalent essaye d'infliger justement des dommages à une figurine de cavalerie, est-ce qu'elle va conserver justement ses bonus pour la règle spéciale la haine des hommes pour essayer d'infliger des dommages contre la monture à la place du cavalier? La réponse c'est non, bien qu'en fait la figurine de cavalerie a le mot-clé homme, en fait la règle spéciale du coup la haine des hommes s'applique spécifiquement qu'au cavalier et pas à la monture. Cela requiert en fait d'un sens commun, un cheval n'est pas un homme après tout et cela ne va pas l'affecter pour la règle spéciale qui affecte seulement les hommes. Et similairement, si une figurine a la règle spéciale qui affecte les figurines de monstres, cela va affecter une bête ailée, mais naturellement pas le Nazgûl qui le chevauche, pour l'exemple. Une figurine avec la règle spéciale héros puissant peut-il toujours utiliser son point de puissance gratuit par tour, grâce à la règle spéciale, même s'il n'a plus en fait de point de puissance dans sa réserve? La réponse c'est oui. Si une figurine avec la règle spéciale charge monstrueuse charge et est ensuite chargée par d'autres figurines, est-ce que toutes les figurines sont jetées au sol si la figurine avec la charge monstrueuse gagne le combat, en vérifiant bien sûr que les autres figurines aient une force inférieure à la figurine qui a la charge monstrueuse, ou est-ce juste en fait la figurine initialement chargée qui est jetée au sol? La réponse est que c'est toutes les figurines qui étaient dans le combat justement qui sont jetées au sol si la figurine avec la charge monstrueuse gagne le combat, même si elle a été chargée après. Une figurine peut-elle bénéficier de la règle Stalk Unseen si elle est obstruée par d'autres figurines mais pas par un terrain? La réponse c'est non, une figurine doit absolument être obstruée par un terrain et non par des figurines pour justement bénéficier de la règle spéciale Stalk Unseen. Les règles ne déclarent plus qu'une figurine qui souhaite utiliser la règle spéciale Jet de pierre a à déclarer qu'elle cherche un bon caillou. Est-ce intentionnel? La réponse c'est oui. Alors il faut savoir en fait que dans les anciennes règles, quand on faisait un jet de pierre par exemple avec les hobbits, on devait déclarer cherche un bon caillou pour justement que les hobbits puissent tirer justement un caillou sur leur adversaire. Et bon, ça n'apportait pas forcément grand chose. Maintenant ils ont juste enlevé le fait de dire cherche un bon caillou. Et maintenant on déclare juste bah voilà, je vais faire un jet de pierre pour lancer un caillou. Si une figurine est dans un élément d'eau et est paralysée, est-ce qu'il va toujours effectuer un test de nage ou est-ce qu'il va couler automatiquement? Et la réponse est qu'en fait la figurine va toujours effectuer un test de nage. En fait cela représente que soit la figurine va flotter à la surface de l'eau ou soit elle va couler sous le poids de l'équipement. Et en fait pour représenter ça au niveau du tableau de nage, il va y avoir en fait des bonus ou des malus. Par exemple on a des bonus, on a +1 si on est monté, donc si on est sur un cheval ou un warg. Et par contre on va avoir des malus, donc on va avoir -1 par exemple si on a une armure lourde, ou aussi -1 par exemple si on porte un bouclier. Ça représente un peu mieux justement le fait de couler à cause du poids de l'équipement. Est-ce que les servants d'un engin de siège peuvent acheter de l'équipement additionnel via leur profit qu'ils représentent, tels que des bannières ou des corps de guerre? La réponse c'est non. Quand vous tirez depuis un engin de siège, est-ce que vous devez dessiner une ligne de vue depuis les servants de l'engin de siège ou de l'engin de siège lui-même? La réponse c'est que c'est à partir des servants que vous allez tracer votre ligne de vue vers votre cible. Par contre, si vous avez des obstacles sur la trajectoire, ça va être à partir de l'engin de siège que vous allez tracer une ligne vers votre cible. Si les servants d'un engin de siège ont bougé, peuvent-ils toujours tirer avec l'engin de siège? La réponse c'est non. Les figurines peuvent-elles tirer avec un engin de siège ennemi s'ils ont bougé au contact avec lui? La réponse c'est non. Les figurines ne peuvent jamais tirer avec un engin de siège ennemi. Un engin de siège du bien avec une zone d'effet ciblant une figurine ennemie est-il autorisé à tirer sur la figurine ennemie si justement dans la zone d'effet se trouve une figurine de bien qui risque d'être blessée? La réponse c'est non.
Les figurines qui sont touchées par la règle spéciale zone d'effet de la catapulte du Mordor ou d'autres engins de siège avec une règle similaire sont-elles jetées au sol? La réponse est oui, et j'ai été vérifié en fait dans la liste de Minas Tirith avec le trébuchet du Gondor, qui a la même capacité en fait spéciale, donc la zone d'effet, que la catapulte du Mordor, et effectivement ils l'ont bien rajouté chez le trébuchet donc, du Gondor, et ils l'ont mis en fait dans la catapulte du Mordor. Toutes les catapultes ou les trébuchets qui ont la capacité spéciale zone d'effet vont jeter au sol aussi les figurines qui sont touchées. Les engins de siège du bien peuvent-ils tirer sur des figurines ennemies qui sont en combat avec des figurines alliées? La réponse c'est non. Si le tir d'un engin de siège touche dans un combat où évoluent plusieurs figurines, est-ce que chaque figurine dans le combat compte comme étant touchée en fait par le tir initial, ou c'est seulement en fait la figurine qui a été directement touchée qui va être justement touchée par le tir initial? C'est seulement la figurine directement touchée qui va compter comme étant touchée par le tir initial. Si un tir d'un engin de siège est dévié, est-ce que la déviation peut amener à toucher une figurine en dehors de la portée maximale de l'engin de siège? Et deuxième question, est-ce que la déviation peut amener à toucher une figurine en dehors de la ligne de vue de l'engin de siège? Alors oui, la déviation peut amener à toucher une figurine en dehors de la portée maximale de l'engin de siège, et si une figurine est hors de portée d'un engin de siège, elle peut être touchée par la déviation si l'engin de siège possède la règle spéciale tir de volée. Un engin de siège peut-il être projeté au sol? Non, un engin de siège ne peut pas être projeté au sol pour n'importe quelle raison. Une figurine qui dépense un tour complet au contact avec un engin de siège peut le détruire, en ayant bien sûr vérifié qu'il n'ait rien fait d'autre pendant ce tour-ci. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Cela signifie en fait que la figurine va avoir besoin d'être au contact avec l'engin de siège au début du tour, donc avant en fait la phase de priorité, et qu'ensuite, à la fin du tour, il doit avoir en fait dépensé l'entièreté de son tour au contact avec l'engin de siège pour qu'elle soit détruite. Et bien sûr, n'avoir rien fait d'autre pendant ce tour-ci. Quand une charge de démolition explose, est-ce qu'on doit lancer un des 6 séparément pour chacune des figurines dans les 2 pouces de l'explosion, pour voir en fait combien de blessures chaque figurine va subir, ou est-ce qu'on lance un des 6 et on applique à toutes les figurines justement dans les 2 pouces? Alors on va seulement lancer en fait un des 6, et chaque figurine dans les 2 pouces de l'explosion va souffrir en fait de ce nombre de blessures. Et les figurines qui ont des points de destin peuvent essayer de sauver chaque blessure individuellement. Un capitaine ingénieur qui s'occupe d'un engin de siège peut-il avoir d'autres figurines que les servants dans sa troupe? La réponse c'est non. Quand une figurine est décrite comme ne comptant pas justement dans la limite du seuil des arcs, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que, réponse A, la figurine est tout simplement ignorée et donc on garde seulement un tiers en fait des figurines restant dans la force qui peuvent porter des arcs? Ou réponse B, est-ce qu'elle compte toujours en fait dans le nombre de figurines, mais ne compte pas comme ayant un arc? Et dans ce cas, on peut contenir en fait 2 tiers de nos figurines avec un arc, mais qui ne comptent pas en fait dans le seuil limite des arcs, et ensuite un tiers avec des arcs qui vont eux compter. La réponse c'est la réponse A. Je vais prendre un exemple, la comté associée au Dunétain. Donc dans la comté, par exemple, si on prend Merry et Pipin, qui sont tous les deux des héros d'envergure, donc qui peuvent avoir jusqu'à 15 figurines chacun, donc ça fait 30 figurines de Hobbit plus les 2 capitaines, donc on a 32 figurines. Et si je prends du côté des Dunétains, donc 10 Dunétains plus Aragorn, qui est un héros d'envergure quand il est chez les Rangers, donc on est à 11 figurines du côté des Dunétains. Si on prend en compte le seuil limite justement concernant les arcs, on aurait 43 figurines, divisé par 3, on aurait jusqu'à 14, quelque chose, donc on arrondit au supérieur, donc on aurait droit jusqu'à 15 figurines qui pourraient porter des arcs dans notre armée. Mais avant de calculer justement le seuil limite concernant les arcs, on va ignorer certaines figurines, notamment les héros, même si les héros portent des arcs, ils vont être ignorés en fait dans ce seuil limite. Donc en fait dans l'armée des Dunétains, les 10 Dunétains sont des héros indépendants. Même s'ils portent des arcs, on va les ignorer. Pareil pour Aragorn qui est un héros d'envergure, mais comme c'est un héros, on va l'ignorer aussi. Donc en fait, les 11 figurines des Dunétains vont être ignorées dans l'armée totale. Donc des 43 figurines, on va passer à 32 figurines. Et dans l'armée de la comté, on va ignorer en fait les 2 capitaines que sont Merry et Pipin, car ce sont des héros. Et on va juste compter en fait les guerriers qui restent. Donc il va nous rester 30 guerriers. Et c'est sur ces 30 guerriers qu'on va faire le seul limite en fait concernant les arcs. Donc en fait, sur les 30, on va seulement pouvoir en porter avec 10 avec des arcs. Quand vous jouez une alliance impossible, est-ce que l'entièreté de l'armée va être considérée comme étant démoralisée quand la moitié du nombre total de figurines a été tuée, même si une des différentes parties justement de l'alliance impossible n'a pas encore été démoralisée elle-même? La réponse c'est oui. Alors on avait déjà pris un exemple assez similaire, pas dans cette vidéo, mais dans la vidéo précédente, où justement on avait une force d'Angmar avec 10 guerriers orques d'Angmar, et une trentaine de figurines du côté du Mordor. Et en fait, la question, c'est justement, si on perd, par exemple, 25 figurines du côté du Mordor, il en reste plus que 5. Et donc, du coup, normalement, il n'y aurait que le Mordor qui est démoralisé et pas le Langmar. Mais comme au total, on a en tout 40 figurines au début de la partie, comme là, on se retrouve plus qu'à 15 figurines, on est en dessous des 50% en fait, de figurines restantes du côté de la force entre l'alliance justement du Mordor et de Langmar. Et dans ce cas-là, même Langmar sera démoralisé.
Dans les parties qui commencent par lancer un dé pour voir si la partie prend fin quand une force est démoralisée, est-ce qu'une armée justement qui contient une alliance impossible commence à lancer le dé quand une des parties justement de cette alliance impossible est démoralisée? Ou est-ce que c'est à partir en fait de l'armée entière qui a été réduite justement à moins de 50% de ses effectifs de départ qu'on lance justement le dé pour savoir si la partie prend fin? Alors la réponse c'est quand la force entière a été réduite à la moitié justement de ses effectifs de départ. Dans les parties qui prennent fin quand une force est réduite à 25%, est-ce que la partie prend fin si une partie justement de l'armée contenue dans une alliance impossible est réduite à 25%, ou est-ce à partir en fait de l'armée entière qui est réduite à 25%? La réponse c'est quand c'est l'entièreté de l'armée qui a été réduite à 25%. Si on reprend par rapport à notre question précédente, où on avait justement le Mordor constitué de 30 figurines et Langmar constitué de 10 figurines, si Langmar perd 8 figurines, il se retrouve plus qu'à 2 figurines sur le champ de bataille, et du coup ils sont en dessous des 25%. Mais c'est pas parce que juste Langmar est à moins de 25% que la partie va s'arrêter. En fait la partie va s'arrêter parce qu'on va compter l'entièreté de l'armée, donc du coup les 30 du Mordor et les 10 d'Angmar, ce qui fait 40 figurines, et pour être à 25%, il faut perdre 30 figurines, et pas seulement les 8 de Langmar. La matrice d'alliance dans le manuel des règles indique que la communauté de l'anneau est une alliance historique avec les morts de Nunaro, tandis que la matrice d'alliance dans le livre Les armées du Seigneur des Anneaux indique que les deux sont une alliance convenable. Laquelle est correcte? La bonne réponse c'est que la communauté de l'anneau et les morts de Nunaro sont une alliance convenable. Comme le disent les designers, après tout la communauté de l'anneau a été dissoute avant qu'Aragorn recrute l'armée des morts. Si j'anéantis mon adversaire, la règle de la mort subite déclare que je gagne automatiquement. Dois-je compter comme marquant le maximum de points de victoire? Alors non, les deux joueurs vont recevoir un nombre de points de victoire en fonction du scénario. Cela peut en résulter une situation assez inhabituelle où le joueur qui a été annihilé a plus de points de victoire que son adversaire. Et bien sûr, il précise en fait dans la réponse que cependant, si un joueur réussit à annihiler son adversaire, mais qu'à la fin il se retrouve avec moins de points de victoire quand on calcule justement les points de victoire à la fin de la partie, c'est quand même lui qui va être déclaré le vainqueur de la partie. Dans les scénarios où vous marquez des points pour tuer en fait les figurines de héros ennemis ou le leader, est-ce que vous marquez toujours des points de victoire si la figurine de héros est retirée comme une perte d'une autre façon que avoir été tuée justement? Et ils prennent pour exemple si elle fuit le champ de bataille ou a été réduite à 0 de volonté avec la règle spéciale la volonté du mal ou dans toute autre situation. Alors oui, vous allez toujours marquer des points de victoire si le héros ennemi ou le leader est retiré comme une perte, peu importe la manière dont il est retiré. Dans les scénarios de compétition, quand un déploiement déclare que toutes les figurines doivent être déployées jusqu'à une certaine zone, est-ce que ça doit être jusqu'à cette zone ou est-ce que c'est entièrement dans la zone? En fait, ce qu'ils sous-entendent, c'est par exemple si j'ai un déploiement de 12 pouces, est-ce que j'ai le droit de faire chevaucher ma figurine sur la ligne imaginaire des 12 pouces ou est-ce que je dois la faire à l'intérieur des 12 pouces et donc jamais dépasser cette ligne imaginaire? Alors la réponse c'est que le déploiement doit toujours se faire à l'intérieur de la zone, avec une seule exception, c'est dans le scénario Contest of Champions, où les leaders ont seulement besoin d'être dans les 3 pouces du centre du bord de la table, plutôt que d'être entièrement dans la zone. Dans les scénarios qui requièrent que les figurines capturent les objectifs, est-ce que les figurines qui changent temporairement de camp, comme Denethor, comptent comme marquant des points de victoire pour les joueurs possédant la figurine, ou pour l'adversaire qui prend temporairement le contrôle de la figurine? Donc la réponse c'est le joueur qui possède la figurine qui va marquer les points de victoire, et pas le joueur qui le contrôle temporairement. Dans les scénarios qui utilisent la règle spéciale Maelstrom de bataille, les figurines peuvent-elles être obligées, sous le pouvoir magique de commandement ou de contrainte, de charger une figurine ennemie le tour où elles arrivent? Non, les règles du Maelstrom de bataille déclarent que les figurines ne peuvent pas charger le tour où elles arrivent, cela inclut aussi les figurines qui sont sous l'influence du pouvoir magique commandement ou contrainte. Qu'est-ce qui arrive si une figurine qui peut tuer d'autres figurines en bougeant, telle qu'une bête de guerre ou un chariot des collines de fer, essaye de rentrer sur la table de jeu via le déploiement du Maelstrom de bataille, mais échoue en fait à tuer une figurine et donc n'est pas complètement entrée sur la table de jeu? Alors une figurine qui bouge de cette façon doit être complètement sur la table de jeu avant de tenter de tuer toute figurine via sa règle spéciale, telle que les bêtes de guerre utilisant la règle spéciale piétinement. Dans le scénario Les Seigneurs de bataille, les blessures infligées à mon adversaire d'une autre façon que celles données par mon armée sont-elles calculées dans le compte des blessures? Puisqu'en fait dans ce scénario-là, vos figurines vont pouvoir vous rapporter des points dès qu'elles infligent ou qu'elles tuent des figurines adverses. Et en fait la question c'est de savoir si justement les figurines adverses sont tuées mais d'une autre façon que par votre armée, donc par vos figurines, est-ce que cela va vous rapporter des points pour ce scénario-là? Alors oui, à chaque fois qu'une figurine ennemie est retirée comme une perte, vous allez ajouter des points sur votre compte de blessure. Cela inclut plusieurs choses, comme par exemple le fait que les figurines quittent le champ de bataille, donc fuient le champ de bataille. Ils mettent entre parenthèses que pour les montures c'est un peu spécial, vous allez seulement marquer les points si vous tuez la monture. Si elle fuit le champ de bataille, par exemple vous tuez le cavalier et que la monture fuit, mais vous n'avez pas tué la monture, vous n'allez pas comptabiliser les points, donc du coup sur le compte de blessure. Il y a aussi les figurines avec le piétinement telles que les bêtes de guerre ou les chariots. Si elles écrasent leurs propres unités, ça va aussi compter pour le compte justement des blessures. Il y a aussi les figurines retirées par les règles spéciales, telles que la règle spéciale de Cardouche, qui permet en fait de sacrifier un orc pour lui redonner un des 3 points de volonté.
Et justement, l'orque sacrifié va compter aussi dans le compte des blessures. Et on va aussi compter les figurines qui sont retirées via des dommages de chute ou des situations similaires. Les figurines qui dépensent des points de volonté comme des points de destin vont-elles compter sur le compte des blessures pour le scénario Seigneur de bataille? Il est vrai que dans la question précédente, j'avais juste évoqué le fait de blesser ou de tuer une figurine adverse pour augmenter notre score sur le compte justement des blessures. Mais on peut aussi le faire d'une autre façon, c'est en fait en faisant dépenser justement les points de destin des héros adverses, ça va aussi nous augmenter sur le score, donc du coup de ce compte de blessure. Et dans la question, c'est de savoir si justement certains héros qui utilisent des points de volonté comme des points de destin, est-ce que ça va augmenter aussi sur ce compte de blessure, ou pas? Et donc la réponse c'est non, les points de volonté qui sont dépensés comme des points de destin ne vont pas compter en fait dans ce total justement du compte pour les blessures. Donc toujours dans le même scénario, les seigneurs de guerre, est-ce que les figurines qui bénéficient du pouvoir magique frénésie vont donner un point en fait au compte des blessures pour avoir réussi à sauver leur point de vie grâce à la frénésie? La réponse c'est non. Si une figurine gagne des points de puissance tels qu'en remportant un défi héroïque, peut-il les regagner plus tard dans le scénario Lords of Battle ou Contest of Champions, même si le fait de regagner ces points de puissance était déjà au-dessus de son niveau de départ? Oui, les figurines qui gagnent des points de puissance de cette façon, puis ensuite les dépensent, peuvent toujours les regagner par la suite dans ces scénarios. Donc pour l'exemple, je vais prendre Aragorn, qui possède 3 points de puissance. Il va relever le défi héroïque lancé par un héros adverse et le tuer, ce qui va lui permettre de rajouter un des 3 points de puissance à sa réserve et même de passer au-dessus de son niveau de départ. Donc admettons qu'il rajoute 3 points, il passe donc à 6 points de puissance. Quelques tours suivants, il dépense 2 points, ce qui va lui faire passer à 4 points de puissance. Et dans les deux scénarios cités, il y a une règle spéciale qui permet justement, lorsque l'on tue un héros adverse, de regagner un point de puissance perdu plus tôt dans la partie, ce qui va lui permettre de passer de 4 points à 5 points de puissance. Dans le scénario reconnaissance, est-ce que les figurines qui ont réussi à s'échapper par un bord de table comptent-elles comme étant sur la table de jeu pour déterminer si une armée est démoralisée ou réduite à 25%? La réponse c'est oui. Les règles de déploiement des engins de siège déclarent qu'ils doivent être déployés dans les 6 pouces du bord de table du joueur contrôlant l'engin de siège, tandis que les règles du scénario Contest of Champions déclarent que le leader doit être déployé dans les 3 pouces du centre de la table. Si mon leader possède un engin de siège, exemple avec Bard l'archer ou Girion avec sa Windlance, comment cela marche-t-il? Ce sont les règles de déploiement du scénario, ici Contest of Champions, qui vont être appliquées. Voilà qui conclut cette deuxième vidéo sur la FAQ du manuel des règles, et je vous dis à très vite sur la suite des mises à jour de février 2020 de Game Workshop.